Nombreux sont ceux qui estiment que les enfants ne saisissent rien du monde des adultes, pourtant, cette nuit-là, un tout petit allait prouver l'exact contraire. Alors que le magnate Nicolas Delacroix hurlait à propos de finances, une fillette prenait une décision que nul dans cette salle de conseil ne pouvait anticiper. Et c'est précisément cet acte qui allait tout transformer. Notre récit a fait le tour du monde. Depuis quel pays nous suivez-vous aujourd'hui? Dites-le nous en commentaire. Pour la 10e fois de la soirée, Manon consulta son téléphone. Le message de son chef de service s'affichait en lettres lumineuses. J'ai besoin de vous pour l'équipe de nuit. Paye double. Elle se pinça la lèvre inférieure, consciente que cette somme correspondait pile à ce qu'il lui fallait pour régler son loyer en souffrance. Cependant, un obstacle de taille se dressait. Lily. Son enfant, âgé d'1 an et demi, sommeillait sur le canapé usé et démodé de leur petit salon. Sa chevelure bouclée s'épanouissait sur un coussin défraîchi. Manon sentit une étreinte douloureuse lui serrer le cœur. Monique, sa voisine qui gardait habituellement la petite, venait de l'appeler, l'enfant avait une forte fièvre. Il n'y avait personne d'autre pour l'aider. Aucune garderie n'était ouverte à 21h, les options étaient inexistantes. Grand Dieu, comment vais-je m'en sortir? Songea Manon, passant une main épuisée sur son visage. Elle s'apprêtait à décliner l'offre, mais l'image de l'avis d'expulsion placardé sur sa porte 3 jours auparavant lui revint en mémoire. Elle pensa au réfrigérateur désespérément vide. Elle se rappela la nécessité impérieuse de nourrir Lily, alors que la boîte de lait infantile touchait à sa fin bien avant la fin du mois. La résolution fut prise, bien qu'une angoisse viscérale lui tordît les entrailles. Manon s'empara du sac à dos rose de sa fille et y glissa méthodiquement des couches, des lingettes et ce vieil ours en peluche élimé sans lequel Lily refusait de s'endormir. Ses mains tremblaient tandis qu'elle préparait le sac. « Pardonne-moi, mon trésor », murmura-t-elle, contemplant le visage paisible de son bébé. « Ce n'est que pour cette nuit, je te le jure. » À 20h30 précise, Manon se trouvait devant l'entrée du personnel du siège social de la Croix, un magnifique manoir restauré au cœur de la vallée de la Loire. Un crachin persistant tombait, saturant d'humidité son manteau. Lily était blottie dans une couverture, nichée dans le porte-bébé que Manon portait contre sa poitrine, le tout camouflé sous un ample imperméable que sa voisine lui avait prêté. Le gardien de nuit, Monsieur Jean-Pierre, lui accorda un regard distrait. « Bonsoir, Manon. Vous vous occupez du premier étage ce soir. » Il n'y a personne. La réunion a été reportée. « Merci, Monsieur Jean-Pierre, » souffla-t-elle, éprouvant un immense soulagement. Un étage désert signifiait un risque de découverte moindre, mais Monsieur Jean-Pierre avait tort. Manon pénétra dans l'ascenseur de service avec Lily, toujours dissimulée, chaque battement de son cœur résonnant dans sa poitrine. Le tableau de commande afficha les niveaux, RDC, 1. Lorsque les portes s'ouvrirent, elle se précipita vers les sanitaires du personnel, s'assurant qu'elle était absolument seule. « Et voilà, mon cœur, nous sommes à l'abri, » dit-elle à voix basse en libérant Lily de l'imperméable. La fillette ouvrit de grands yeux noirs, désorientée par cet environnement inconnu, mais ne pleura pas. Lily était un bébé d'un calme remarquable, comme si elle avait intuitivement compris qu'il lui fallait être discrète pour ne pas causer de problème. Manon aménagea un petit nid de fortune dans le vestiaire avec des couvertures, disposa une bouteille d'eau et des gâteaux secs à portée de main, et confia à sa fille son ours en peluche. Lily bâilla longuement, se frottant les yeux de ses petites mains dodues. « Maman doit travailler, d'accord ? Sois bien sage et joue ici. Si tu as besoin de moi, il suffit de pleurer et j'arriverai en courant. » Cependant, alors que Manon achevait le nettoyage du hall d'accueil, elle perçut des voix masculines émanant de l'ascenseur principal. Une sueur froide perla sur son front. Elle consulta sa montre, 21h40. Qui pouvait bien être ici à cette heure-ci? La réunion avait été reprogrammée. Une voix autoritaire et glaciale résonna dans le couloir. « Je veux tout le monde dans la salle de conseil dans 5 minutes. Nous avons un trou de 2 millions d'euros à expliquer ce soir. » Manon identifia cette voix, souvent entendue par l'interphone de l'entreprise. Nicolas Delacroix, le président, l'homme que tous les employés redoutaient, celui dont le visage restait de marbre, qui ne saluait jamais et qui licenciait d'un claquement de doigts. Elle devait s'enfuir. Elle devait récupérer Lily et s'éclipser avant d'être vue. Mais en se précipitant vers le vestiaire, elle découvrit la porte verrouillée de l'extérieur.
Un agent de sécurité avait dû faire sa ronde et la fermer, ignorant la présence d'un bébé à l'intérieur. Non, non, impossible. Manon secoua la poignée avec une énergie désespérée, mais la porte resta close. De l'autre côté, elle entendit Lily commencer à pleurnicher. L'enfant se réveillait et se rendait compte qu'elle était seule. Les voix des cadres se rapprochaient inexorablement. Manon était prise en étau entre sa fille captive et une réunion au sommet sur le point de débuter à quelques pas de là. Il lui fallait de l'aide, mais qui oserait l'aider? Qui ne la dénoncerait pas immédiatement? C'est alors qu'elle vit la porte de l'office s'entr'ouvrir, révélant le visage bienveillant de Monique Laurent, un plateau de café entre les mains. Manon, que se passe-t-il? Vous êtes livide. Et Manon prit la décision la plus audacieuse de son existence. Nicolas Delacroix pénétra dans la salle de conseil tel un ouragan silencieux. Son costume noir sur mesure tranchait avec la pâleur des directeurs qui l'attendaient. « Bonsoir », lança-t-il, sa voix dépourvue de la moindre inflexion chaleureuse. Ce n'était pas une salutation, mais une pure formalité. Il déposa son attaché-caisse en cuir sur la longue table en acajou et toisa chacun des présents. 6 hommes d'âge mûr, tous en âge malgré la climatisation. Nicolas était conscient de l'effet qu'il produisait, et cela lui était parfaitement égal. L'un de vous peut-il m'éclaircir sur la disparition de 2 millions des comptes du groupe? Sa voix était basse, mais aussi acérée que du verre pilé. Le directeur financier, Patrick Bernard, se racla la gorge, mal à l'aise. Monsieur Delacroix, nous sommes en train d'enquêter. Il semblerait qu'une série de virements frauduleux ait été effectués vers un compte dans un paradis fiscal. Nous suspectons que... Je ne veux pas de suspicion, je veux des faits, le trancha Nicolas. Et où est mon frère? Stéphane devait être présent. Il est le nouveau directeur commercial. Un silence de mort s'abattit sur la pièce. 2 cadres échangèrent des regards gênés. Nicolas sentit la colère gronder en lui. Il connaissait la réponse avant même qu'elle ne soit formulée. Il est impliqué, n'est-ce pas? Monsieur, nous n'avons aucune preuve tangible, mais les transferts ont débuté peu après la prise de fonction de votre frère dans ce département, répondit Patrick, la voix chevrotante. Nicolas ferma les yeux un court instant, luttant pour maîtriser la fureur qui menaçait de le submerger. Stéphane, toujours et encore Stéphane, l'éternel frère irresponsable, le problème récurrent qu'il devait résoudre, l'incurable déception que ses parents s'étaient toujours refusé à voir. Faites-le venir. Immédiatement, ordonna-t-il en prenant place au bout de la table. Dans l'attente, Nicolas laissa son regard errer par la fenêtre, vers la route départementale près d'Amboise, baignée de lumière et de pluie. Il se remémora une époque où tout était si différent. Quand une petite voix flûtée criait « Papa ». Dès qu'il franchissait le seuil, quand la maison résonnait de rires, de câlins chaleureux et que le réfrigérateur était couvert de dessins multicolores. Mais voilà 5 ans que Chloé n'était plus là. 5 ans que la maladie avait arraché sa fille à la vie à l'âge de 4 ans. 5 ans qu'il s'était métamorphosé en cet homme creux qui contemplait son reflet dans la vitre et peinait à se reconnaître. Monsieur Delacroix. La voix de Patrick le tira de sa rêverie. Votre frère arrive. Stéphane fit son entrée avec son habituel sourire narquois. Son costume était chiffonné, ses cheveux en bataille. Une odeur de whisky l'enveloppait. Nicolas fut saisi de dégoût. Mon cher frère, quelle est cette convocation surprise? Il fallait prévenir. J'étais en pleine négociation, lança Stéphane en se laissant tomber sur une chaise. Redresse-toi, dit Nicolas d'un ton glacial, et explique-moi où ont filé les 2 millions d'euros de notre société. Le sourire de Stéphane s'effaça une fraction de seconde, mais il retrouva vite sa contenance. De quoi parles-tu? Je n'en ai pas la moindre idée. Ne te moque pas de moi, Stéphane. Les transferts ont été faits avec tes codes d'accès. Une faille du système, sans doute. Ou mon mot de passe a été piraté. Tu sais bien que ça arrive. Stéphane haussa les épaules, affichant une indifférence totale. Nicolas se leva lentement, les mains à plat sur la table. Un mouvement de recul instinctif parcourut l'assemblée. Tu me prends pour un imbécile? Tu t'imagines que je vais gober tes mensonges? Oh, du calme. Ce n'est que de l'argent. On en a à ne plus savoir qu'en faire. Pourquoi un tel drame? Rétorqua Stéphane, sur un ton irrité. Parce que ce n'est pas le tien.
Parce que tu n'as jamais levé le petit doigt pour le gagner. Parce que tu es un. Nicolas s'arrêta net. Il avait perçu quelque chose. Un son ténu, à peine audible. Provenant de l'office attenant, on aurait dit le sanglot d'un bébé. Vous avez entendu? S'enquille auprès de Patrick. Entendu quoi, monsieur? Nicolas secoua la tête. Il devait être à ce point épuisé qu'il avait des hallucinations auditives. Il se retourna vers son frère. Sais-tu ce qui m'exaspère le plus, Stéphane? Ce n'est même pas l'argent. C'est ton incapacité chronique à assumer tes actes. Jamais. Tu te rappelles cette fille, il y a quelques mois? Cette soi-disant victime dont tu prétendais qu'elle tentait de te piéger avec une grossesse imaginaire? Stéphane roula des yeux. Cette certaine Manon. Une profiteuse, s'était cousue de fil blanc. Ces filles des quartiers populaires cherchent toujours à hameçonner un type fortuné avec une histoire de bébé. Je ne suis pas né de la dernière pluie. En es-tu certain? Parce qu'elle a déposé une requête pour une pension alimentaire et tu n'as même pas daigné te présenter au tribunal. Parce que ça ne me concernait pas. Je me souviens à peine d'elle. C'était une histoire d'un soir, et elle m'avait assuré prendre la pilule. Stéphane se justifiait, mais une fausse note perçait dans sa voix. Nicolas s'apprêtait à répliquer lorsqu'il l'entendit de nouveau. Cette fois, le doute n'était plus permis. C'était bien le pleur d'un enfant, étouffé mais distinct, provenant de l'office. Et soudain, la porte de service qui faisait communiquer l'office et la salle de réunion s'entrebâilla. 20 minutes auparavant, dans le couloir de service, Manon avait agrippé le bras de Monique Laurent comme on s'accroche à une dernière chance. « Madame Laurent, j'ai impérativement besoin de votre aide. Je sais que ma requête est déplacée, mais je suis seul. » Les mots se bousculaient, chargés de désespoir. L'intendante sexagénaire posa sur Manon un regard empreint de cette sagesse que seule une vie d'épreuve peut donner. « Calmez-vous, ma petite. Respirez profondément et racontez-moi. » Manon déballa tout. Le loyer impayé, la voisine Monique et le dilemme cornélien auquel elle avait été confrontée, et maintenant Lily, prisonnière du vestiaire. Juste ciel. Monique porta la main à sa poitrine. Il y a un enfant enfermé là-dedans? Je sais que j'ai commis une faute. Je le sais, mais je n'avais pas le choix et maintenant la porte est bloquée. Et les patrons arrivent, et... Elle éclata en sanglots. Assez, assez. Trouvons une solution. Monique extirpa un trousseau de clés de la poche de son tablier. J'ai le passe-partout. Suivez-moi. Elles se hâtèrent vers le vestiaire. Quand Monique déverrouilla la porte, Lily était assise au milieu des couvertures, son petit visage congestionné par la détresse, des rigoles de larmes sur ses joues rebondies. Maman. Le bébé tendit ses bras frêles. Manon la saisit avec une telle précipitation qu'elle manqua de perdre l'équilibre, la couvrant de baisers. Tout va bien, mon trésor? Maman est là. Pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne-moi. Lily sanglotait, cramponnée au cou de sa mère. Monique observait la scène, les yeux embués. Elle aussi avait été mère célibataire. Elle connaissait ce désespoir. Manon, écoutez-moi bien. Je vais vous aider, mais il faut me faire confiance, dit Monique en posant une main sur l'épaule de la jeune femme. Je vais garder votre fille pendant que vous terminez votre service. Elle restera avec moi dans l'office, mais une réunion se tient juste à côté. Vous devrez nettoyer les toilettes privées de la salle, celles réservées au directeur. Je n'ai aucun problème à m'en occuper, mais Lily sera calme avec moi. Je lui trouverai des boîtes en plastique pour l'occuper. Les enfants adorent ce genre de choses, et la porte entre l'office et la salle de réunion n'est jamais verrouillée, juste poussée. Si elle pleure trop fort, vous l'entendrez et viendrez la chercher. Mais je veillerai bien sur elle, vous pouvez me croire. Manon regarda Monique, puis Lily, qui s'était apaisée. Elle n'avait pas d'alternative. Elle devait finir son travail, sous peine de le perdre. Et si elle perdait son travail, elle perdait tout. D'accord. Mais Madame Laurent, merci. Les mots me manquent pour vous remercier. Pas de remerciements entre nous. Quand on est dans la misère, on se serre les coudes, sinon personne ne le fait. Monique prit délicatement Lily dans ses bras. Le bébé la dévisagea avec méfiance,
mais l'intendante possédait cette aura maternelle capable de rassurer n'importe quel enfant. Comme tu es mignonne. Tu veux voir ce que Tata a pour toi? Regarde ces jolis récipients brillants. Dans l'office, Monique improvisa une aire de jeu sur le sol, à l'écart de la porte principale mais suffisamment proche de la porte de service pour que Manon puisse entendre. Elle y déposa des boîtes en plastique, des couvercles, des cuillères en bois, tout ce qui pouvait être sonore sans être dangereux. Lily, curieuse comme tous les enfants de son âge, fut immédiatement captivée. Elle entrechoqua 2 couvercles, enchantée par le bruit. « C'est bien, mon trésor. Mais chute, doucement, d'accord? » Fait un tout petit bruit, la guida Monique, assise sur un vieux tabouret près d'elle. Pendant ce temps, Manon astiquait les miroirs des toilettes privées avec une efficacité fébrile. À travers la cloison, elle percevait le bourdonnement des voix masculines en réunion. Une voix se distinguait, plus grave, plus autoritaire, plus intimidante. Celle de Nicolas Delacroix, sans aucun doute. Elle acheva le miroir et s'attaqua au lavabo. Ses mains tremblaient. Elle devait se dépêcher. Moins elle restait là, mieux ce serait. Mais dans l'office, l'épuisement gagnait Monique. Debout depuis 5 heures du matin, une journée de travail harassante derrière elle, et maintenant ses heures supplémentaires. Ses paupières s'alourdissaient, le tabouret était accueillant. Le cliquetis des peaux de Lily était répétitif, presque hypnotique. « Je ferme les yeux juste une petite minute », se dit-elle. Lily continua de jouer seule, tranquillement, puis, au bout d'un moment, elle laissa tomber ses jouets et regarda autour d'elle. Où était maman? Elle se mit à ramper à travers l'office, cherchant Manon. C'est laquelle avisa une porte entr'ouverte. Pas la grande porte par laquelle Monique était entrée. Une autre porte, plus petite, d'où filtrait une lumière différente. Lily pencha sa tête, intriguée. Parfois, maman se trouvait derrière les portes. Il suffisait de les franchir pour la retrouver. Le bébé rampa jusqu'à l'interstice. La porte était simplement poussée, comme l'avait dit Monique. D'une petite main potelée, elle la poussa encore. Elle s'ouvrit un peu plus. De l'autre côté, Lily aperçut des jambes de pantalon, beaucoup de jambes, et une grande table sombre illustrée. Sous la table, cela ressemblait à un tunnel des plus divertissants. Lily adorait les tunnels. Chez elle, elle passait son temps sous la table basse. Sans un bruit, car Lily était une enfant qui avait appris la discrétion, elle franchit le seuil, pénétra dans la salle de réunion et commença son exploration sous l'immense table en acajou, invisible au directeur qui débattait de chiffres et de graphiques au-dessus d'elle. Monique, sur son tabouret, dormait à poings fermés, trop lasse pour s'apercevoir de la disparition de l'enfant. Elle progressait lentement sous la table, ses petits genoux dodus s'enfonçant sans bruit dans l'épais tapis. Pour elle, c'était une expédition, une vaste caverne sombre peuplée de jambes étranges qui s'agitaient de temps à autre. Elle fit une pause au milieu et s'assit. Le bois était sombre, orné de belles moulures. Lily tendit sa main pour le caresser, mais il était trop haut. Elle reprit donc son chemin. Au-dessus, la réunion s'envenimait. Nicolas pressait Stéphane de questions sur l'argent volatilisé, mais le comportement de son frère était de plus en plus étrange. Stéphane était trop nerveux, transpirait abondamment, fuyait le regard de Nicolas. « Je t'ai déjà dit que je n'y suis pour rien !» s'écria presque Stéphane en se levant d'un bond. Sa chaise grinça violemment sur le parquet. Lily, sous la table, sursauta au bruit soudain. Elle s'immobilisa, le cœur battant la chamade. « Assieds-toi » intima Nicolas. Il y avait une telle glace dans sa voix que même les autres directeurs frissonnèrent. Stéphane obtempéra, mais l'immobilité lui était insupportable. Il se releva, se mit à arpenter la pièce, se passant la main dans les cheveux, consultant son téléphone toutes les 2 secondes. « On dirait que tu as quelque chose à te reprocher » lança Nicolas, ses yeux ne quittant pas son frère. « Je n'ai rien à me reprocher. Je suis tendu parce que tu m'accuses de vol. Je ne t'ai encore accusé de rien, mais l'idée commence à faire sérieusement son chemin. » Au même moment, dans les toilettes privées, Manon avait terminé et rangeait son matériel sur son chariot. Elle vérifia l'heure. 15 minutes avaient passé. Une éternité pour Lily. Elle devait retourner à l'office, s'assurer que tout allait bien. Mais au moment de sortir, elle entendit la voix tonitruante de Stéphane hurlant à l'injustice.
Manon se pétrifia. Impossible de traverser la salle de réunion maintenant. Elle devrait attendre une accalmie. Elle colla son oreille à la porte, tentant d'évaluer la situation. Son estomac était noué d'angoisse. Pourvu que Lily aille bien. Pourvu que Monique parvienne à la garder silencieuse. Et si le bébé se mettait à crier? Dans la salle, Lily était parvenue au bout de la table. Elle se retrouva face aux jambes d'un homme. Des jambes chaussées de souliers noirs vernis, parfaitement immobiles. Contrairement aux autres qui ne cessaient de bouger. Lily jugea que ces jambes immobiles devaient être sûres. Elle rampa un peu plus et émergea de sa cachette, juste à côté du fauteuil du directeur financier, Patrick Bernard. Mais Patrick était absorbé par ses feuilles de calcul, le nez sur son ordinateur portable. Il ne vit pas l'enfant à ses pieds. Personne ne la vit. La dispute entre Nicolas et Stéphane était assourdissante, captant toute l'attention. Lily balaya la grande pièce du regard. Trop d'adultes, trop de bruit. Elle n'aimait pas ça. Elle voulait sa maman, un câlin, elle voulait quitter cet endroit. Elle se mit à ramper plus rapidement, slalomant entre les chaises, se dirigeant vers. Elle ne savait pas trop où. Elle savait seulement qu'elle cherchait un refuge, des genoux accueillants, quelqu'un qui ne criait pas. C'est toujours pareil avec toi. La voix de Stéphane fit vibrer les murs, surprenant jusqu'au directeur. Toujours à me rejeter la faute, à me croire coupable, à chercher à m'humilier publiquement. Nicolas se leva lentement, d'un calme qui glaçait le sang. Je te rejette la faute parce que tu es toujours le fautif, Stéphane. Depuis notre enfance. Toujours. Ah oui? Et toi, tu es un saint, peut-être? Le parfait Nicolas, qui ne commet jamais d'erreur, n'échoue jamais, ne vole jamais sa propre famille. Nicolas laissa échapper un grondement sourd, et le silence qui s'ensuivit fut total. C'est à cet instant que Stéphane, dans ses allées et venues nerveuses, manqua de trébucher sur une petite forme molle au sol. Il baissa les yeux et découvrit un enfant, un bébé aux grands yeux noirs et aux cheveux bouclés, qui le fixait avec une appréhension manifeste. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Stéphane fit un bond en arrière, stupéfait. D'où ça sort, ça? Face au ton agressif de ce grand homme bruyant, Lily fut saisie de peur. Elle connaissait ce genre d'hommes, ceux qui parlent fort, qui font des gestes brusques, qui sont terrifiants. Elle se mit à ramper en arrière. Oust. Stéphane esquissa un geste du pied comme pour chasser un animal importun. Va-t'en, file d'ici. Le bébé éclata en sanglots, la lèvre inférieure tremblotante. Elle fit demi-tour et rampa de toutes ses forces, fuyant cet homme cruel, le visage inondé de larmes de terreur. L'assemblée prit enfin conscience de la présence de l'enfant. Les directeurs se levèrent, déconcertés. Nicolas tourna la tête pour comprendre l'agitation. C'est à ce moment précis que la porte de la salle s'ouvrit à la volée. Manon fit irruption dans la pièce. Elle avait entendu les pleurs de Lily à travers la cloison et n'avait pu supporter une seconde de plus. Tant pis pour son emploi, tant pis pour le regard stupéfait et courroucé de tous ces hommes puissants. Sa fille pleurait. Mais la scène qui s'offrit à elle la cloua sur place, les yeux exorbités d'horreur. Lily était à terre, sanglotant, tentant de s'éloigner de Stéphane, qui agitait les mains vers elle avec brusquerie, comme pour chasser une bête indésirable. Dehors. Qui a fait entrer ce gosse ici? Maugréa Stéphane, hors de lui. Quelque chose en Manon vola en éclats. Elle avait passé 1 an et demi de sa vie à protéger Lily de tout et de tous. Elle s'était usé les mains au travail pour la nourrir. Elle avait supporté l'humiliation, l'épuisement, la solitude, et voilà qu'elle voyait le propre père de son enfant la traiter avec une telle inhumanité. Ne la touchez pas! Hurla Manon en se jetant en avant pour ramasser Lily avant que Stéphane ne fasse un geste de plus. Le bébé s'agrippa au cou de sa mère avec une force qui faillit l'étrangler. Elle pleurait à présent à chaudes larmes, des sanglots convulsifs contre l'épaule de Manon. Chut, mon trésor. Maman est là. Personne ne te fera de mal. C'est fini. Stéphane croisa enfin le regard de Manon. Ses yeux s'agrandirent sous l'effet de la reconnaissance, puis se rétrécirent de colère. Toi, cracha-t-il, la voix chargée de venin. La manipulatrice. Je savais que tu réapparaîtrais. C'est combien, cette fois? Encore plus d'argent?
Tu tentes le chantage, maintenant? Manon sentit les larmes brûler ses paupières, mais elle ne pleurerait pas devant lui, elle ne lui accorderait pas cette satisfaction. Je ne veux rien de vous, répliqua-t-elle, la voix mal assurée mais déterminée. Je n'ai jamais rien voulu. Seulement que vous reconnaissiez votre fille. Cet enfant n'est pas de moi. Tonna Stéphane. Vous avez tout inventé. Vous êtes tombée enceinte délibérément pour me piéger. Mais je ne suis pas un pigeon, ma belle. Votre petit jeu, je le connais. Vous savez pertinemment quel est à vous. Vous m'aviez promis de prendre vos responsabilités quand je vous ai annoncé ma grossesse. Vous m'aviez dit que vous prendriez soin de nous, et le lendemain, vous aviez disparu, bloquant mon numéro. Parce que tu affabulais. Je n'affabulais pas. Et quand j'ai appris ma grossesse, j'ai été honnête avec vous. Et vous m'avez traité de menteuse, de croqueuse de diamants. Vous avez dit que je n'étais qu'une pauvresse tentant d'escroquer un homme riche. Les directeurs assistaient à la scène, pétrifiés. Personne ne savait quelle contenance adopter. Nicolas, au bout de la table, restait impassible, enregistrant chaque mot. Vous savez que je dis la vérité, Stéphane, poursuivit Manon. Et cette fois, les larmes dévalèrent ses joues. Vous savez que quand je vous ai envoyé sa photo à la naissance, vous m'avez bloqué. Quand je vous ai contacté pour qu'elle porte votre nom, vous avez menacé de lancer vos avocats à mes trousses. Quand j'ai proposé un test de paternité, vous m'avez traité de folle. Pourquoi diable cet enfant serait-il le mien? Hurla Stéphane. Cessez vos inventions. Vous ne savez sans doute même pas qui est le père. Les mots furent d'une cruauté insoutenable. Lily pleura de plus belle, percevant la détresse de sa mère. Manon la serra contre elle, cherchant à la calmer et à se calmer elle-même. Je n'ai fréquenté personne d'autre. Vous seul. Et vous le savez, parce que j'étais. Peu m'importe qui vous êtes, la coupa Stéphane avec brutalité. Je ne vais pas reconnaître un enfant qui n'est pas de moi juste parce que vous avez décidé que je ferai un excellent plan de retraite. Monsieur Delacroix. Manon se tourna vers Nicolas, faisant totalement abstraction de Stéphane. Sa voix était brisée, mais elle s'efforçait de conserver un reste de dignité. Je suis navré d'avoir emmené ma fille au travail. Je sais que c'est une faute, mais je n'avais aucune solution de garde, et j'avais absolument besoin de ce salaire de nuit. J'accepte mon licenciement. Je vous en prie, laissez-moi juste sortir par l'entrée de service. Je ne veux pas que d'autres personnes nous voient ainsi. Nicolas ne répondit pas. Son regard était fixé sur l'enfant dans les bras de Manon, sur ses cheveux bouclés, la forme de ses yeux, la courbure de son nez. Il y avait là quelque chose, une familiarité qu'il ne parvenait pas à nommer. « Quel âge a-t-elle » demanda-t-il. Sa voix était d'une douceur surprenante. « 1 an et demi, monsieur, répondit Manon, déroutée par la question. Nicolas fit un calcul mental rapide. Il y a 2 ans, Stéphane avait piloté un projet dans une des filiales du groupe. J'y ai travaillé 3 mois, j'ai fait la connaissance du nouveau personnel, je suis sorti avec quelques-unes d'entre elles, comme d'habitude. Comment se prénomme-t-elle? Léa. Et votre nom complet? Manon Dubois, monsieur. Nicolas prit son téléphone et tapa quelques mots. Quelques secondes plus tard, il consultait la fiche de Manon dans la base de données du personnel. Date d'embauche, il y a 2 ans et 8 mois. Poste, agente d'entretien, employé d'une société prestataire, affecté au bâtiment adjacent à celui où Stéphane menait son projet. Stéphane, appela-t-il. Il y avait dans son ton une menace si palpable que même Stéphane se figea. Viens ici. Tout de suite. Pourquoi? J'ai dit, viens ici. Stéphane s'approcha de son frère, tentant de conserver une façade arrogante, mais sa nervosité était évidente. Regarde cet enfant. Regarde-la attentivement. Je l'ai déjà regardée. Elle ne me ressemble pas. Regarde-la, insista Nicolas. Chaque syllabe était un avertissement. Stéphane regarda enfin. Il la regarda vraiment, et pour la première fois de la soirée, son assurance se fissura, car Lily avait cessé de pleurer et le fixait de ses grands yeux noirs, profonds et mélancoliques. Et il y avait là quelque chose, une ressemblance indéniable. Elle avait la même forme de visage que lui, le même nez, le même dessin des lèvres.
C'était comme se voir dans un miroir, enfant. Stéphane déglutit difficilement et recula d'un pas. C'est alors que Nicolas demanda, d'une voix d'outre-tombe, « Oseras-tu encore prétendre qu'elle n'est pas de toi ?» Lily avait cessé ses pleurs, mais son petit visage restait bouffi et humide. Elle observait ces grands hommes avec une méfiance craintive, cramponnés au cou de Manon comme à une bouée de sauvetage, ce qui était peut-être le cas. Le bébé était à bout de force. La nuit avait été longue, remplie de lieux inconnus, de visages étrangers, de bruits assourdissants. Elle aspirait au sommeil, à un câlin. Mais pas n'importe quel câlin, un câlin qui soit un refuge. Son regard d'enfant parcourut la pièce. L'homme méchant qui l'avait chassé était là, le visage rouge de fureur. Lily détourna la tête. Elle ne voulait pas le voir. Il lui inspirait la terreur. D'autres hommes en costume étaient assis autour de la table. Ils la dévisageaient tous avec une curiosité stupéfaite. Trop de bruit, trop de voix, trop d'agitation. Et puis elle le vit, cet homme au bout de la table. Il bougeait peu, ne criait pas. Il était silencieux, un observateur attentif. Ses yeux étaient sombres, comme les siens. Et sur son visage, il n'y avait ni colère ni peur, mais de la tristesse. Une tristesse si profonde que même un enfant d'1 an et demi pouvait l'apercevoir. Lily pencha sa petite tête, étudiant cet homme. Il semblait différent, calme, posé, solide. « Je vous en supplie, monsieur Delacroix, » implora Manon, les larmes aux yeux. « Je vais partir. Je ne reviendrai plus jamais. Laissez-moi m'en aller avec ma fille. » Mais Nicolas n'entendait pas Manon. Il était captivé par le regard de l'enfant, qui le fixait avec une intensité surprenante pour un si petit être. Et l'espace d'une seconde, une seconde irréelle, il crut voir Chloé lui renvoyer son regard. Le même âge, la même façon de pencher la tête en signe de curiosité, la même expression sérieuse que sa fille adoptait lorsqu'elle analysait le monde. Nicolas sentit quelque chose s'ébranler en lui. Quelque chose qui était pétrifié depuis 5 ans, quelque chose qu'il pensait avoir enseveli avec sa fille. « Vous pouvez rester, » dit-il abruptement. « Comment ?» Cligna des yeux Manon, perplexe. « Vous n'êtes pas renvoyé. Vous pouvez rester. Mais j'ai amené Lily au travail. J'ai enfreint le règlement. Je sais. Et en temps normal, vous seriez renvoyé. Mais nous ne sommes pas en temps normal. » Stéphane émit un ricanement. « C'est une blague, Nicolas ? Cette femme est une manipulatrice. Elle a tout orchestré. Elle a probablement caché l'enfant ici dans le seul but de provoquer cette scène. La ferme. » Nicolas prononça ces mots sans même un regard pour son frère, les yeux toujours rivés sur Lily. L'enfant était lasse de tout ce tumulte. Elle voulait descendre des bras de sa mère, mais le sol, avec tous ces inconnus, l'effrayait. Alors, elle fit la seule chose qu'un enfant sait faire, elle suivit son instinct. Elle tendit ses petits bras en direction de Nicolas. Un silence de mort tomba sur la pièce. Mais pas sur Lily. Manon tenta de retenir sa fille, mais la décision de Lily était prise. Elle voulait cet homme silencieux et triste. Elle ignorait pourquoi. Elle le voulait, un point c'est tout. Nicolas vit ses petits bras tendus vers lui, et quelque chose en lui céda. Sans réfléchir, il quitta son siège et s'avança vers Manon. « Puis-je » demanda-t-il. Sa voix était plus douce que quiconque dans cette pièce ne l'avait jamais entendue. Manon était si décontenancée qu'elle se contenta d'hocher la tête, sans encore comprendre le sens des événements. Nicolas prit délicatement Lily dans ses bras, comme s'il manipulait un trésor fragile et précieux. Le bébé le scruta longuement, étudiant ce nouveau visage. Puis, à la stupéfaction générale, elle posa sa petite tête sur son épaule et ferma les yeux, mais elle ne s'arrêta pas là. Lily, en quête de plus de sécurité, se mit à grimper. Ses petites mains s'agrippèrent au revers du costume de Nicolas. Elle se hissa un peu, puis encore un peu, jusqu'à se retrouver assise sur son épaule, ses petites jambes potelées se balançant contre son torse. Et c'est là que l'impensable se produisit. Lily plongea sa petite main dans la chevelure noire de Nicolas et tira doucement, le visage tordu par une grimace de concentration tandis qu'elle explorait cette texture si différente de la sienne. Nicolas parut décontenancé par cette traction inattendue. Ses yeux s'écarquillèrent, sa bouche s'entr'ouvrit, une expression de choc si intense qu'elle en devenait presque comique.
Et Lily, voyant ce visage amusant, fit quelque chose qu'elle ne faisait que très rarement avec des étrangers. Elle rit. Ce fut un rire cristallin, joyeux, empli de cette allégresse enfantine que seuls les enfants maîtrisent. Elle tira de nouveau sur ses cheveux, provoquant une grimace chez Nicolas, puis rit de plus belle, ravie du jeu qu'elle venait d'inventer. Nicolas était absolument pétrifié, mais ni par la colère ni par l'agacement. Il était pétrifié par ce rire qu'il connaissait intimement. C'était le rire de Chloé, à l'identique. La même note aiguë, la même joie sans phare, la même façon de rejeter la tête en arrière lorsqu'elle découvrait quelque chose de drôle. Des larmes perlèrent au coin de ses yeux. Il n'avait pas pleuré depuis 5 ans. Ces larmes qu'il s'était juré de ne plus jamais verser, parce que pleurer était une douleur insupportable qui ne changeait rien. Monsieur Delacroix, s'avança Manon, anxieuse. Tout va bien? Nicolas ne put répondre, se contentant de resserrer son étreinte sur Lily, une main dans son dos pour la soutenir, tandis que le bébé continuait de rire et de lui tirer les cheveux, totalement inconscient du séisme émotionnel qu'elle déclenchait. Et c'est à cet instant précis, avec cet enfant rieur sur son épaule et une agente d'entretien paniquée devant lui, que Nicolas comprit une vérité simple et brutale. Il avait passé 5 ans à survivre, pas à vivre. 5 ans à se couper de toute émotion, parce que les émotions sont synonymes de douleur. Et voilà que, soudain, une parfaite inconnue venait de le forcer à tout ressentir d'un seul coup. Lily commença à peser plus lourd dans les bras de Nicolas, la fatigue prenant le dessus sur l'excitation. Elle émit un large bâillement, dévoilant ses minuscules dents, puis reposa sa tête sur son épaule, cette fois pour de bon. Nicolas tenta d'ajuster sa position pour qu'elle soit plus confortable. C'est alors qu'en soutenant sa tête, sa main écarta les cheveux à la base de sa nuque et il aperçut une petite tache de naissance en forme de V, juste là où la tête rejoint la colonne vertébrale. Le monde bascula. Nicolas connaissait cette tache de naissance, il la connaissait trop bien. Il possédait la même, au même endroit. Son père en avait une, son grand-père en avait une. C'était la marque de la famille, transmise de père en fils depuis 3 générations. Un trait génétique rare, propre aux Delacroix. Et Stéphane l'avait aussi. Les mains parcourues de tremblements, Nicolas tourna délicatement Lily pour mieux voir sa nuque, pour être certain. Oui, elle était là, indubitable, irréfutable, la marque en V, de la même taille, au même emplacement que la sienne. Nicolas, qu'y a-t-il? Demanda Stéphane, ayant remarqué le changement d'expression de son frère. Nicolas ne répondit pas, se contentant de foudroyer Stéphane du regard avec une telle intensité que ce dernier recula d'un pas. « Viens ici », ordonna Nicolas pour la seconde fois cette nuit-là. « Pourquoi ?» J'ai dit, viens ici. Stéphane s'approcha lentement de son frère, la peur commençant enfin à l'emporter sur l'arrogance. Il n'avait jamais vu Nicolas avec ce regard. C'était comme fixer un volcan prêt à entrer en éruption. « Regarde », dit Nicolas en tournant légèrement Lily pour exposer sa nuque à Stéphane. « Tu vois ça ?» Stéphane regarda et devint cireux. « Non », souffla-t-il. « Si », répliqua Nicolas, d'une voix sépulcrale. « La marque des Delacroix. Celle que tu as, que j'ai, que notre père avait. »« Ça ne veut rien dire », bafouilla Stéphane. Mais sa voix manquait totalement de conviction. C'est peut-être une coïncidence. Des tas de gens ont des taches de naissance. De cette forme, à cet endroit précis. Stéphane, tu peux être beaucoup de choses. Irresponsable, menteur, égoïste, mais tu n'es pas stupide. Tu sais parfaitement ce que cela signifie. Manon suivait la conversation sans en saisir tous les enjeux, mais sentant qu'une révélation cruciale était imminente, elle s'approcha. « De quoi parlez-vous ? Qu'est-ce que cette marque ?» Nicolas tourna doucement Lily pour que Manon puisse voir la nuque de sa fille. « L'aviez-vous déjà vue ? » demanda-t-il. « Évidemment. C'est sa tache de naissance. Le pédiatre a dit que c'était courant, que beaucoup d'enfants en ont. Mais pas de cette forme et pas à cet emplacement, expliqua Nicolas, la voix dure comme le marbre. Cette marque est un marqueur génétique de la famille Delacroix. C'est rarissime. Seuls les hommes de la lignée la portent. Mon arrière-grand-père l'avait, mon grand-père l'avait, mon père l'avait, je l'ai, Stéphane l'a. Il jeta un regard à Lily endormie dans ses bras. Et elle l'a. Manon sentit le sol se dérober sous ses pieds.
Elle dut s'agripper à une chaise pour ne pas s'effondrer. Alors. Ça signifie que biologiquement, c'est une Delacroix. Et que Stéphane ment depuis le début. Nicolas se tourna vers son frère, et la rage dans ses yeux était si violente que les directeurs encore présents s'écartèrent instinctivement. Le savais-tu? Ce n'était pas une question, mais un verdict. Tu savais que cet enfant était le tien et tu l'as renié. Tu l'as laissé, elle et sa mère, dans la précarité, tu as traité Manon d'escroc, tu as refusé le test de paternité. Tout ça parce que tu es un pleutre incapable d'assumer quoi que ce soit dans ta vie. Je n'étais pas sûr, tenta de se défendre Stéphane, la voix à peine audible. Mensonge. Rugit Nicolas, faisant sursauter Lily dans son sommeil. Il modula aussitôt sa voix, ne voulant pas la réveiller, mais la fureur était toujours là, incandescente. Tu savais. C'est pour ça que tu as pris la fuite. C'est pour ça que tu as bloqué Manon, c'est pour ça que tu as refusé le test, parce que tu savais que si tu le faisais, tu serais contraint d'assumer tes responsabilités. Et assumer, ce n'est pas dans ton vocabulaire. Stéphane était pris au piège, et il le savait. Plus d'échappatoire, plus de mensonges plausibles. La preuve était là, dormant paisiblement dans les bras de Nicolas, marqué du sceau de la famille. Et tu sais le pire? Poursuivit Nicolas. Sa voix était basse, chargée de mépris. Tu n'as pas seulement abandonné un enfant. Tu as abandonné une Delacroix, ta propre fille. Tu l'as laissée grandir dans la misère pendant que tu flambais l'argent de la famille en fête et en voiture de sport. Tu l'as laissée manquer de tout pendant que tu festoyais dans les meilleurs restaurants. Tu l'as laissée porter des vêtements de seconde main pendant que tu t'offrais des costumes de grand couturier. Chaque mot était un coup, et Stéphane les encaissait tous. Manon. Essaya-t-il, faisant un pas vers elle. Je suis désolé. J'étais perdu. J'ai eu peur. Je ne. Elle le coupa. Sa voix était d'une fermeté nouvelle. N'essayez pas de vous excuser maintenant. Vous avez eu 1 an et demi pour le faire. 1 an et demi pendant lequel je vous ai cherché, envoyé des messages, supplié de rencontrer au moins votre fille, et vous m'avez traité de menteuse. Vous m'avez humilié, menacé. Je réparerai mes erreurs. Je le jure. Vous ne réparez rien du tout, intervint Nicolas. Car vous venez de perdre tout droit sur elle. Tu ne peux pas en décider. C'est ma fille. C'est votre fille, maintenant? Nicolas eut un rire dépourvu de joie. Il y a 5 minutes, vous l'insultiez et la chassiez. Et vous croyez digne d'être son père? Nicolas se tourna vers Patrick Bernard, qui assistait à la scène, médusé. Patrick, contactez notre service juridique. Sur le champ. Monsieur, il est près de 23 heures. Leur main porte peu. Appelez Eric chez lui s'il le faut. Je le veux ici dans 30 minutes. Et faites venir la sécurité. Bien, monsieur. Patrick s'empressa d'obéir. Stéphane blêmissait à vue d'œil. Nicolas, tu ne peux pas faire ça. Je peux, et je vais le faire. 20 minutes plus tard, la salle de conseil avait des allures de tribunal improvisé. Éric Dubois, le directeur juridique, était arrivé en un temps record, encore en tenue de sport, tout juste sorti de chez lui. 2 agents de sécurité encadraient la porte. Nicolas était assis en bout de table, tenant toujours Lily endormie, totalement étrangère au drame qui se nouait autour d'elle. Manon était assise près de lui, l'air hébété. Elle ne saisissait pas toutes les implications, mais elle sentait qu'un tournant majeur venait d'être pris. Stéphane se tenait de l'autre côté de la table, debout, les bras croisés, sur la défensive. Éric, commença Nicolas, sa voix ayant retrouvé son tranchant professionnel. Je veux un exposé des options légales qui s'offrent à nous dans le cas d'une paternité non reconnue. Éric ouvrit sa serviette, en sortit un carnet et se mit à prendre des notes. Bien, monsieur Delacroix. Dans les cas de paternité contestée où le père présumé refuse de reconnaître l'enfant, la mère peut engager une action en recherche de paternité. Le juge peut alors ordonner un test ADN. Si la filiation est établie, le père est tenu de. Nous avons déjà la preuve de la filiation, le coupa Nicolas. La tache de naissance est une preuve biologique irréfutable. C'est un trait génétique documenté de la famille Delacroix depuis 3 générations.
Notre médecin de famille peut en attester. Fascinant, nota rapidement Eric. Cela simplifiera considérablement la procédure. Mais nous devrions tout de même procéder à un test ADN pour une preuve incontestable en justice. Faites le nécessaire. Je veux que Manon dépose sa requête dès demain, et je veux les meilleurs avocats en droit de la famille que cette société peut s'offrir pour la représenter. Attendez, intervint enfin Manon. Monsieur Delacroix, je n'ai pas les moyens de payer un avocat. Vous ne débourserez pas un centime. Delacroix Holdings prendra en charge l'intégralité des frais. Considérez cela comme un dédommagement pour la conduite infâme de mon frère. C'est absurde, s'indigna Stéphane. Tu ne peux pas utiliser les fonds de l'entreprise pour une vengeance personnelle. Nicolas le toisa avec un tel mépris que Stéphane en frémit. Une vengeance? Tu appelles ça une vengeance, Stéphane? C'est la justice, un concept qui t'est visiblement étranger. Quant au fonds de l'entreprise, en tant que président et actionnaire principal, j'en dispose comme je l'entends. Père n'aurait pas approuvé. Père n'est plus là. Et sais-tu ce qu'il n'aurait vraiment pas approuvé? Apprendre que sa petite fille, une Delacroix, a été élevée dans la précarité parce que son fils est un lâche. Le coup porta. Stéphane savait que c'était la vérité. Leur père avait été un homme obsédé par la famille, l'héritage, l'honneur. S'il avait été vivant et avait découvert l'existence d'une petite fille qu'il n'avait jamais connue parce que Stéphane l'avait reniée. Eric, poursuivit Nicolas. En plus de l'action en recherche de paternité, je veux que vous engagiez une procédure de déchéance de l'autorité parentale. Un silence glacial s'installa. Monsieur, hésita Eric. La déchéance de l'autorité parentale est une mesure d'une extrême gravité. Elle n'est prononcée que dans les cas de maltraitance, de négligence grave ou d'abandon caractérisé. Et comment qualifiez-vous le fait de nier l'existence de sa propre fille? De refuser de subvenir à ses besoins, de la laisser dans le dénuement quand on a tous les moyens de l'aider? Si ce n'est pas un abandon caractérisé, je ne sais pas ce que c'est. Eric acquiesça lentement. Vous marquez un point. Je vais préparer le dossier. Tu ne peux pas me prendre ma fille. Hurla Stéphane, ayant perdu tout contrôle. Ah, maintenant c'est ta fille? Nicolas se leva, sans lâcher Lily. C'est maintenant que tu es sur le point de la perdre que tu t'en soucies. Où était cette fibre paternelle quand Manon est venue t'annoncer sa grossesse? Où était-elle quand elle t'a envoyé une photo de Lily nouveau-née? Où était-elle quand elle t'a supplié de la rencontrer? Stéphane resta sans voix. Je vais te le dire, où elle était, reprit Nicolas, implacable. Elle dépensait de l'argent dans les clubs. Elle fréquentait d'autres femmes. Elle volait dans les caisses de l'entreprise pour financer ton train de vie pathétique. Pendant que ta fille portait des couches payées avec l'argent que Manon gagnait en récurant des sols. Chaque mot était une flèche acérée, et tout atteignait leur cible. Stéphane était livide, couvert de sueur, ne sachant plus où poser les yeux. Et tu sais le comble de l'ironie? Nicolas eut un rire amer. J'ai passé les 5 dernières années à souhaiter plus que tout au monde que ma fille revienne, priant chaque nuit pour que tout ne soit qu'un mauvais rêve. Et toi, qui avais une fille vivante et en bonne santé, tu l'as rejetée comme un déchet. La voix de Nicolas s'érailla sur la dernière phrase, mais il se maîtrisa aussitôt. Nicolas, tenta une dernière fois Stéphane, sa voix empreinte d'un désespoir sincère pour la première fois. J'ai commis une erreur. Je le sais. Mais tu ne peux pas me l'enlever. Je peux changer. Je peux faire mieux. Non, dit simplement Nicolas. Tu as eu 1 an et demi pour changer, pour faire mieux, et tu as choisi l'inaction. Il est trop tard. Il se tourna vers les gardes postés à la porte. Raccompagnez monsieur Stéphane à la sortie. Il ne travaille plus ici. Confisquez son badge et ses clés. Tu ne peux pas me virer. Cria Stéphane, pris de panique. Je peux, et je viens de le faire. Tu as volé l'entreprise, abandonné ta fille et trahi ma confiance. Tu es licencié pour faute lourde. Tu videras ton bureau demain sous escorte. Les agents de sécurité s'avancèrent vers Stéphane. Il jeta un dernier regard à Manon, espérant un signe de pitié, de compassion, mais ne rencontra qu'un regard las et déçu. Au revoir, Stéphane, dit-elle. Sa voix était dénuée de colère, seulement d'une immense fatigue. Partez.
Stéphane fut emmené, protestant encore, tentant de négocier, mais personne ne l'écoutait plus. La porte se referma dans son dos, et un silence profond s'abattit sur la pièce. Nicolas se rassit, Lily dormant toujours paisiblement contre lui. Elle avait dormi durant toute la confrontation, protégée du tumulte par cette étreinte solide et rassurante. Manon se mit à pleurer, silencieusement d'abord, puis avec des sanglots si violents qu'elle tenta de les étouffer avec ses mains. C'était comme si toute la tension accumulée depuis 1 an et demi se libérait d'un seul coup. Nicolas attendit patiemment qu'elle reprenne son calme. Quand elle leva enfin vers lui ses yeux rougis et gonflés, il lui dit avec une douceur inattendue. « Vous n'avez plus à travailler comme agente d'entretien. Je vais vous trouver un poste plus adapté dans l'entreprise, avec un salaire convenable et des perspectives d'évolution, si vous le désirez. Monsieur Delacroix, je ne sais que dire. Mais il y a une condition. » Manon sentit son estomac se contracter. Évidemment, il y avait une condition. Rien n'était jamais gratuit. Laquelle? Et c'est là que Nicolas prononça les mots qui allaient bouleverser leur vie. Vous et Lily allez vous installer dans ma maison de campagne. L'annonce eut l'effet d'une déflagration. Manon cligna plusieurs fois des yeux, certaine d'avoir mal compris. Pardon? Quoi? Dès ce soir, vous et votre fille venez vivre chez moi. Monsieur Delacroix. C'est. Non. Je ne peux pas. C'est trop. Je ne vous demande pas votre opinion. Je vous fais part de ma décision, dit Nicolas, d'un ton qui n'admettait aucune réplique. Stéphane est imprévisible et rancunier. Maintenant qu'il sait que Lily est sa fille, je ne sais pas de quoi il est capable. Il pourrait tenter de vous l'enlever, de vous menacer, ou pire. Je ne prendrai aucun risque. Mais je ne peux pas m'installer chez un inconnu, protesta Manon, la voix tremblante. Je ne suis pas un inconnu. Je suis l'oncle de votre fille, et c'est une Delacroix. Et que ça vous plaise ou non, aucune Delacroix ne vivra sous la menace d'une expulsion ou dans le besoin tant que j'aurai les moyens de l'éviter. Manon regarda Lily endormie dans les bras de Nicolas. Le bébé semblait si petit, si vulnérable, si précieux. Et pour la première fois en 1 an et demi, Manon n'était plus seule. Quelqu'un était là, un homme puissant et riche, offrant protection et sécurité. Mais quelque chose la dérangeait. Elle ne connaissait pas cet homme, ni ses véritables intentions. Et s'il voulait s'approprier Lily? S'il estimait que Manon n'était pas une mère assez bien pour une Delacroix? Je sais à quoi vous pensez, dit Nicolas, comme s'il lisait en elle. Vous pensez que je vais tenter de vous prendre votre fille? Que je vais utiliser mon argent et mon pouvoir pour en obtenir la garde? Manon ne le nia pas. C'était précisément sa crainte. Je ne le ferai pas. Il continua, la fixant avec une sincérité désarmante. Lily a besoin de sa mère. Tout enfant a besoin de sa mère. Je l'ai appris de la plus dure des manières. Quand j'ai perdu ma petite Chloé. Elle n'avait que 4 ans quand on lui a diagnostiqué une leucémie. Elle s'est battue pendant 8 mois, et à la fin. Elle ne me voulait pas. Elle voulait sa mère. Toujours sa mère. Sa voix se brisa sur les derniers mots. Manon vit la douleur passer sur son visage comme un nuage. Je suis navrée pour votre perte, dit-elle avec sincérité. Nicolas hocha la tête, acceptant ses condoléances, mais ne souhaitant visiblement pas s'étendre sur le sujet. Le fait est que je sais l'importance d'une mère, et j'ai vu à quel point vous aimez cet enfant, comment vous vous êtes battu pour elle. Vous n'avez pas choisi la facilité en la laissant seule. Vous avez tout risqué pour être avec elle. C'est ça, l'amour. Alors non, je n'essaierai pas de vous l'enlever. Mais je vous protégerai toutes les deux, que cela vous convienne ou non. Et si je refuse? Je posterai des gardes devant votre immeuble 24H24. Je paierai votre loyer pour 1 an d'avance. Je verserai de l'argent sur votre compte chaque mois pour que Lily ne manque de rien. Et je continuerai jusqu'à ce que vous acceptiez mon aide dignement ou que Stéphane lâche l'affaire. La première des 2 options. Manon comprit qu'elle ne pouvait pas gagner ce débat. Nicolas Delacroix était un homme habitué à donner des ordres et à être obéi. Et aussi intimidant que cela soit, il y avait dans ses paroles une sincérité qu'elle ne pouvait nier. Pour combien de temps? Demanda-t-elle, résignée. Jusqu'à ce que les questions légales avec Stéphane soient réglées,
que vous soyez financièrement autonome, ou que vous décidiez de vouloir votre propre logement. La première des 3 échéances. Et que ferai-je chez vous? Vous serez la mère de votre fille, rien de plus. Le reste, nous aviserons. Manon regarda de nouveau Lily. La petite main du bébé était toujours agrippée au costume de Nicolas, même dans son sommeil, comme si elle avait déjà compris qu'il était un havre de paix, comme si elle lui accordait déjà sa confiance. D'accord, céda-t-elle finalement, mais à une condition. Nicolas la regarda, surpris. Il n'avait pas l'habitude qu'on négocie avec lui. Laquelle? Si je réalise que ça ne va pas, si je vois que Lily n'est pas heureuse, ou si je ne me sens pas à ma place, je partirai, et vous ne tenterez pas de me retenir. Nicolas réfléchit un instant, puis acquiesça. Entendu. Mais je vous assure que je ferai tout pour que vous et Lily vous sentiez chez vous. Éric se racla la gorge, se rappelant à leurs bons souvenirs. Monsieur Delacroix, si je puis me permettre, je suggère de mettre cet accord par écrit. Un contrat stipulant que Manon conserve la garde pleine et entière et qu'elle résidera temporairement chez vous pour des raisons de sécurité. Cela préviendra toute interprétation erronée de la situation. Excellente idée. Préparez le document et soumettez-le-moi demain. Bien, monsieur. Nicolas consulta sa montre. Il était bien après minuit. Allons-y. Nous devons récupérer vos affaires. J'habite dans un quartier populaire en périphérie de Tours. C'est loin, dit Manon, anticipant la réaction de Nicolas en découvrant son modeste logement. Cela n'a aucune importance. Mon chauffeur nous y conduira. 1 heure plus tard, il se garait devant le petit immeuble de Manon. Une rue étroite et mal pavée, éclairée par un lampadaire vacillant. Nicolas sortit de la voiture, tenant toujours Lily endormie, et examina les lieux sans jugement apparent. Mais Manon savait qu'il voyait, qu'il comprenait l'étendue de ses difficultés, et le fossé qui séparait leurs 2 mondes. Je vais vite prendre nos affaires, dit-elle, les joues en feu. Mais alors qu'elle entrait et commençait à entasser les vêtements usagés et les jouets abîmés de Lily, la voix de Nicolas retentit derrière elle. Laissez tout ça. Nous lui en achèterons des neufs demain. Ce n'est pas la peine, ceux-là sont encore bons. Pour Lily, oui. Mais pour vous aussi, Manon, dit-il doucement. S'il vous plaît, laissez-moi faire. Laissez-moi offrir à ma nièce ce qu'elle aurait dû avoir depuis le début. Et c'est la façon dont il prononça, ma nièce, qui fit tomber la dernière barrière de Manon. Il ne le faisait pas par pitié, ni par devoir. Il y avait là quelque chose d'authentique, quelque chose qu'elle n'aurait jamais imaginé trouver chez cet homme froid et redoutable. Ils quittèrent le petit appartement avec pour seul bagage l'ours en peluche de Lily et quelques photos. Le reste demeurerait là, avec 1 an et demi de galère et de solitude. Sur la route de la maison de campagne dans le Loir-et-Cher, Lily s'éveilla un instant. Elle regarda autour d'elle, désorientée, et son regard croisa celui de Manon. Maman. Sa petite voix était ensommeillée et tendre. Je suis là, mon trésor. Mais ensuite, Lily aperçut Nicolas, et au lieu de manifester de la peur ou de pleurer comme elle le faisait avec la plupart des inconnus, elle se contenta de caler sa tête contre son épaule et de se rendormir. Manon vit l'expression sur le visage de Nicolas à cet instant. C'était un mélange de douleur et de joie, de manque et d'espoir. C'était le regard d'un homme qui avait tout perdu et qui réalisait soudain qu'il existait peut-être encore une raison de vivre. Et elle comprit qu'aussi insensé que puisse paraître cet arrangement, peut-être que Nicolas avait autant besoin d'elle et de Lily qu'elles avaient besoin de lui. Peut-être qu'ils étaient en train de se sauver mutuellement. Les premiers jours à la maison de campagne furent déroutants. Manon ne savait pas comment se comporter dans cette immense demeure, remplie de meubles précieux et d'un personnel discret. Elle craignait de toucher à quoi que ce soit, de briser un objet, elle craignait de ne pas être à sa place. Mais Lily, non. Pour elle, c'était simplement un nouveau terrain de jeu à conquérir. Et elle le conquit, rampant partout, semant ses jouets dans les pièces immaculées, emplissant le silence de la maison de ses rires et de ses pleurs. Au début, Nicolas observait à distance. Il regardait Manon préparer un biberon dans la cuisine suréquipée. Il regardait Lily jouer dans le salon. Il observait, mais ne se joignait pas à elle, comme s'il craignait qu'en s'approchant trop, tout s'évanouisse comme un songe. Ce fut Lily qui rompit la distance. Le 3e jour, elle décréta que Nicolas faisait désormais partie de son univers.
Et quand Lily décrétait quelque chose, il n'y avait pas de discussion possible. Il était tard. Nicolas était dans son bureau, épluchant des dossiers, quand il entendit de petits pas dans le couloir. Il leva les yeux juste à temps pour voir Lily franchir le seuil, traînant son ours en peluche. « Lily, où est ta mère ?» L'enfant ne répondit pas, avançant jusqu'au fauteuil en cuir où Nicolas était installé. Elle le regarda, puis le fauteuil, et ensuite, avec une détermination toute enfantine, elle entreprit de l'escalader. Elle agrippa les accoudoirs de ses petites mains, se hissa, posa un genou, et tira encore. « Attends, tu vas tomber. » Nicolas posa ses documents, passa ses bras autour de sa taille et la souleva. Lily s'installa sur ses genoux comme si c'était sa place naturelle. Elle appuya sa tête contre sa poitrine, serra son ours et ferma les yeux. Nicolas resta parfaitement immobile, retenant presque son souffle, de peur que le moindre mouvement ne vienne briser cet instant. Un enfant dormait sur lui. Un enfant qui lui faisait assez confiance pour s'endormir dans ses bras. Après 5 ans de solitude et de douleur, la vie reprenait ses droits. Lily. Manon apparut à la porte, visiblement paniquée. « Je suis désolé, monsieur Delacroix. Je suis allé aux toilettes 2 minutes, et à mon retour, elle avait filé. »« Tout va bien, » chuchota Nicolas, pour ne pas réveiller l'enfant. « Elle est venue ici. » Manon s'avança pour la récupérer, mais Nicolas lui fit signe de s'arrêter. « Laissez-la, s'il vous plaît. » Il y avait une telle vulnérabilité dans sa requête que Manon n'eut pas le courage de refuser. Elle acquiesça simplement et se retira, refermant doucement la porte. Nicolas contempla l'enfant endormi sur lui, les boucles noires sur sa poitrine, les joues rebondies, les petites mains qui serraient l'ours même dans son sommeil. Et pour la première fois en 5 ans, Nicolas Delacroix pleura. Il pleura sa fille perdue, il pleura ses années de vide, il pleura son frère qui l'avait si amèrement déçu, et il pleura de gratitude pour cet enfant surgi de nulle part qui lui faisait sentir qu'il y avait encore du bon en ce monde. Les jours devinrent des semaines. La maison, autrefois silencieuse et glaciale, se mit à vivre. Lily laissait traîner ses jouets. Manon préparait des repas simples dans la grande cuisine, emplissant la demeure d'odeurs de foyer. Et Nicolas se remit à sourire. Chaque soir, à son retour du travail, Lily courait à sa rencontre, les bras ouverts, criant « Tonton ». Sa prononciation enfantine de « Tonton » qui lui faisait fondre le cœur. Pour la première fois depuis des années, il avait une famille. Il entendait rire dans les couloirs. Il avait une raison de rentrer le soir. Mais Stéphane ne s'avoua pas vaincu si facilement. Il se présenta 3 fois à la maison de campagne, exigeant de voir Lily. 3 fois, la sécurité le reconduisit. Il engagea des avocats. Il demanda la garde. Il tenta d'user de ses dernières relations pour dépeindre Nicolas comme inapte, mais tout fut vain. Le test ADN confirma la paternité de Stéphane, mais il confirma aussi son abandon. Manon obtint la garde exclusive. Stéphane fut condamné à verser une pension alimentaire rétroactive, et après des mois de bataille juridique, il jeta l'éponge et disparut, retournant à sa vie de fête et d'irresponsabilité. Nicolas respira. Lily était en sécurité. Manon était heureuse. Tout semblait enfin à sa place. Mais il y avait une chose que Nicolas n'avait pas dite à Manon, un sentiment qui grandissait en lui chaque jour. Ce n'était plus seulement de l'amour pour Lily, c'était de l'amour pour elle, pour sa façon de s'occuper de sa fille, pour sa force, pour la douceur de son regard, pour son rire qui emplissait désormais la maison. Il était tombé amoureux de l'agente d'entretien qui avait fait irruption dans sa salle de conseil, et il ne savait pas comment l'aborder. Un soir d'hiver, 6 mois après cette première nuit chaotique, Nicolas se lança. Ils étaient dans le salon. Lily dormait sur le canapé entre eux. Le feu dansait dans l'âtre. Il y avait dans cette scène une quiétude que Nicolas avait cru ne jamais retrouver. « Manon » commença-t-il, la voix hésitante comme elle ne l'avait jamais entendue. « Puis-je vous poser une question ? Je vous en prie. Êtes-vous heureuse ici ?» Manon contempla la pièce chaleureuse, sa fille endormie, l'homme qui était devenu plus qu'un protecteur, un ami, un membre de la famille. « Oui » répondit-elle sincèrement. « Je suis très heureuse. » Nicolas prit une profonde inspiration, se préparant à prendre le plus grand risque de sa vie. « Envisageriez-vous de rester pour de bon ?» Manon le regarda, perplexe. « Que voulez-vous dire ?
Épousez-moi. Le silence fut absolu. Manon cligna des yeux, certaine d'avoir mal entendu. Quoi? Je sais que c'est insensé. Je sais que vous êtes libre de refuser, mais ces 6 derniers mois ont été les plus beaux de ma vie depuis la mort de Chloé. Vous et Lily avez ramené la lumière dans cette maison, vous m'avez ramené à la vie, et je suis tombé amoureux de vous, de votre façon d'être avec Lily, de votre force, de votre bonté, de votre rire, de tout. Manon était sans voix. Son cœur battait si fort qu'elle crut qu'il allait sortir de sa poitrine. Nicolas, je ne sais que dire. Ne dites rien pour l'instant. Réfléchissez. Je ne vous demande pas cela par obligation. Ni pour Lily. Je vous le demande parce que je vous aime sincèrement et que je veux construire une vraie famille avec vous, si vous m'en donnez la chance. Manon regarda Lily endormie. Puis elle regarda Nicolas, l'homme qui les avait sauvés au moment le plus critique, qui s'était métamorphosé d'un étranger glacial en un homme bon et aimant, qui jouait avec Lily sur le tapis, qui rentrait plus tôt du travail pour dîner avec elle, qui lisait des histoires à sa nièce, qui la regardait comme si elle était la chose la plus précieuse au monde. Oui, murmura-t-elle. Oui, oui, je veux bien vous épouser. Nicolas la serra dans ses bras avec une force qui lui coupa le souffle. Il riait et pleurait à la fois, submergé par l'émotion. Lily se réveilla, vit les 2 adultes enlacés et sourit. Puis elle se blottit contre eux, ses petits bras tentant de les entourer tous les deux. Et là, dans ce salon baigné par la lueur du feu, une famille est née. Pas par les liens du sang, ni par les conventions, mais par un amour qui avait éclos du chaos et de l'adversité. Manon avait commencé cette aventure en tant qu'agente d'entretien aux abois, cachant sa fille sur son lieu de travail, et l'achevait en tant qu'épouse du PDG le plus redouté de la région, et mère d'une Delacroix qui serait chérie et protégée toute sa vie. Lily avait commencé comme un enfant rejeté et renié par son propre père et se retrouvait au sein d'une famille unie qui l'aimait inconditionnellement. Et Nicolas avait commencé comme un homme vide, prisonnier de son deuil et de sa solitude, et finissait par découvrir que l'amour peut surgir des endroits les plus inattendus, aux moments les plus improbables, avec les personnes les plus surprenantes. 3 mois plus tard, ils se marièrent lors d'une cérémonie simple et intime. Lily était là, vêtue de blanc, semant des pétales de fleurs avec un zèle adorable. Monique Laurent était là, les larmes aux yeux en voyant la jeune femme qu'elle avait secourue si heureuse. Même certains des directeurs présents lors de la réunion fatidique étaient là, souriant de voir comment une situation si incongrue avait pu déboucher sur quelque chose de si beau. Stéphane ne fut pas invité, et personne ne pensa à lui. Des années plus tard, quand Lily fut une fillette de 5 ans pleine de vie et de questions, elle demanda comment Manon et Nicolas s'étaient rencontrés. Manon regarda son mari, qui lui sourit en retour, un sourire qui ne le quittait plus. Et elle répondit, « C'est une histoire amusante, ma chérie. Tout a commencé par une nuit de pluie, quand j'ai pris la décision la plus risquée mais la plus juste de ma vie. » Et Lily, toujours aussi curieuse, voulut connaître toute l'histoire. Alors, Manon raconta l'histoire de la nuit où elle l'avait emmené en secret au travail, de la réunion d'urgence, de l'homme froid devenu un père aimant, et de comment les choses les plus improbables sont parfois les plus justes. Et Lily écouta, les yeux ronds, sans savoir quelle était l'héroïne de cette histoire, que son rire avait brisé la glace, que sa seule présence avait sauvé 3 personnes à la fois. Car en fin de compte, ce n'est pas Nicolas qui a sauvé Manon et Lily. Ni Manon qui a sauvé Nicolas. C'est qu'ils se sont tous sauvés les uns les autres, jour après jour, jusqu'à ce que le sauvetage devienne amour. Et que l'amour devienne une famille que rien ni personne ne pourrait jamais détruire. Et si vous leur demandiez quel fut le plus beau jour de leur vie, ils répondraient tous la même chose, cette nuit pluvieuse sur une route de la vallée de la Loire, quand un bébé curieux rampa sous une table en acajou et changea le cours de leur destin pour toujours. Alors, qu'avez-vous pensé de cette histoire? Partagez votre opinion dans les commentaires. Nous sommes curieux de vous lire. N'oubliez pas d'aimer la vidéo pour nous encourager et de vous abonner. À bientôt.